Deux aspects ou... Alors bien sûr, le titre au départ était Addiction et résilience, comme c'est au sein du Collège régional des alcoologues aquitains. Bon, on va dire, je vais limiter mon propos, bien qu'il ne soit pas si limité que ça, mais à l'alcool. Au fond, le schéma est assez applicable à des tas de situations, on va dire, addictives. Comme le téléphone, par exemple. C'est d'autres situations addictives. Alors, tout d'abord, on pourrait dire, pour effectivement introduire le propos, alcoolisme, par exemple, ou addiction à l'alcool, et addiction d'une façon générale, et résilience, voilà des choses a priori qui sont des processus contraires. Difficile de penser à première vue qu'un alcoolique ou une anorexique mentale soient des individus résilients, car la résilience supposerait effectivement qu'on soit sorti de la dépendance. Mais on va voir ensemble qu'il y a des articulations très très précises entre addiction et résilience, et ce à plusieurs niveaux. De sorte que ceci m'amène d'abord dans un premier temps à mieux définir peut-être les contours de la résilience, puis explorer les liens entre alcoolisme et résilience. Alors tout d'abord, si on regarde les premiers contours de la résilience, eh bien, on l'a vu ce matin, ce n'est pas une simple adaptation ou une résistance aux épreuves. Ça, Boris nous le dit, il le dit à travers tous ses ouvrages. Ce n'est pas non plus la résilience, une suradaptation réservée à des personnes exceptionnelles. Ça a été quelque chose qui a été critiqué à l'encontre de la résilience, mais qui est une critique fausse, car ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans le milieu de la résilience, ce n'est pas des surhommes, hein, ça n'a rien à voir. Donc, ce ne sont pas des personnes exceptionnelles, et ce n'est pas non plus l'apanage, effectivement, de personnes insensibles au traumatisme. On pourrait dire comme ça les incassables, les invulnérables. Voilà. Alors, si on regarde également, les épreuves et les traumatismes marquent et transforment les sujets blessés. Après, on ne sera plus tout à fait comme avant. Et effectivement, une des plus belles métaphores, je trouve, de la résilience, que tu cites souvent, Boris, et qui nous renvoie à notre ami Carlos Nabinger, qui est ingénieur agronome à Porto Alegre, c'est par exemple l'incendie ou l'inondation. C'est-à-dire qu'une fois que la terre a été incendiée, comme récemment dans le Médoc, et j'ai une patiente qui vit ce traumatisme-là d'ailleurs, parce qu'elle est sylviculteur et elle a je sais combien de dizaines d'hectares qui ont disparu, et ça fait la deuxième fois, parce qu'il y a la tempête de 99 également. Eh bien, elle dit elle-même que ça ne repousse pas comme avant. Voilà, et c'est ce que disent les ingénieurs agronomes, c'est que la flore va retrouver un développement, mais ça ne sera pas les mêmes choses. Il y a d'autres espèces qui vont apparaître et d'autres qui auront disparu. C'est-à-dire que le sujet blessé va reprendre un type de développement en gardant trace du traumatisme. C'est-à-dire que, on l'a vu encore ce matin, le processus de résilience, c'est un néo-développement après les épreuves traumatiques ou le contexte traumatogène. Donc, on aurait pu dire, comme Serban Ionescu, la résilience en tant que capacité résiliente d'une personne, en tant que résultat observable dans des situations données. Mais avant tout, je crois qu'il faut retenir la résilience comme processus qui intègre effectivement la capacité humaine et qui va être capable justement d'intégrer et d'être transformé par des expériences adverses. Donc, on l'a vu avec la mémoire saine est évolutive. Le processus résilient est aussi un processus qui n'est pas linéaire, et c'est un processus dynamique et évolutif, et qui est un état donné, et qui n'est pas donné, justement, et acquis une fois pour toutes. C'est-à-dire, je pense qu'on peut, enfin, peut-être Boris pourra me contredire à ce niveau-là, mais je ne pense pas. Je pense qu'on peut être résilient à un certain moment de sa vie en fonction d'un contexte, et puis avec une autre histoire traumatique, ne pas l'être, hein, et s'effondrer. Donc, dans ce processus dynamique qui implique effectivement ce dépassement et cette intégration, eh bien, on peut dire qu'il y a trois dimensions. La confrontation et l'intégration d'une crise, qui suppose d'ailleurs, le mot crisis en grec veut dire séparation. Il y a quelque chose qui ne se fait pas à ce niveau-là. D'une reconstruction et d'une reprise de développement, et puis d'une force mobilisable dans d'autres circonstances. Donc, quels sont les postulats actuels de la résilience ? Tous les individus, me semble-t-il, sont potentiellement développés de ce potentiel de résilience, mais ça va être différemment développé en fonction des contextes de vie. Et la résilience va présenter de multiples formes, expression singulière selon les individus. Boris nous a dit on peut devenir résilient à tout âge, il a dit jusqu'à 120 ans, peut-être même plus.
Et puis, il y a des résiliences aussi, ça qui m'apparaît, des résiliences différées possibles. C'est-à-dire que parfois, on a des traumatismes enfouis qui sont anciens, et à l'occasion ou à la faveur d'une nouvelle situation de crise, par exemple, eh bien, ces cryptes-là peuvent être renégociées, remaniées et dépassées, puisqu'il s'agit bien effectivement de rebondir. Tout ça fait appel à des ressources internes à la personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle bien sûr les mécanismes de défense, les aptitudes cognitives et sociales, mais ça Michael nous en a parlé, et puis surtout il nous en a parlé par rapport aux ressources externes, à l'environnement psycho-affectif, aux relations sociales, tout ça impliquant le niveau de soutien social, l'importance de la famille, et on va le voir en particulier avec la dimension chez l'alcoolique. Donc on voit bien que c'est toujours un processus interactif. J'aime bien cette proposition de Boris, c'est effectivement la transaction entre ce que je suis et ce qui est au dehors de moi. C'est-à-dire c'est vraiment entre ce qu'il est et ce qui est dans la réalité. C'est cette transaction-là qui crée effectivement ce processus interactif qui est si fondamental. Et donc on voit bien aussi, on l'a vu dans la pensée complexe, qu'il est multifactoriel, l'individu, la famille, l'environnement social et culturel. Donc c'est un processus qui est en co-construction permanente. Alors l'addiction, on peut dire que l'addiction, eh bien, c'est une recherche compulsive de sensations dont on le sait bien qu'elle peut prendre des formes multiples. Et Goodman avait donné une définition qui était tout à fait bonne d'ailleurs, puisqu'il disait que l'addiction cherchait à rétablir une homéostasie interne. Et même Goodman, et dans son sillage Philippe Jamet, dit finalement l'addiction c'est mettre une sensation à la place d'une émotion que je n'arrive pas à maîtriser, et cette émotion est elle-même liée à une relation. Autrement dit, on pourrait dire qu'un des indices ou un des indicateurs, c'est la perturbation émotionnelle que je n'arrive pas à contrôler. Et donc, du coup, eh bien, ça va donner effectivement des conduites. Vous voyez, c'est mettre une sensation à la place d'une émotion. Et tout ça va nous donner effectivement là-haut des systèmes de récompense, un véritable hold-up des systèmes de récompense. Et l'addiction, c'est mettre donc une sensation à la place d'une émotion liée à une relation. Alors, tout le monde ne va pas pour autant devenir dépendant. Ou du moins on est tous dépendants, mais tout le monde ne va pas rentrer dans la pathologie addictive. Et pourtant on ne peut pas dire qu'il y ait de prédisposition naturelle à l'addiction, mais des sensibilités ou des vulnérabilités. C'est là où on pourrait développer les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection. Et puis il y a les dispositions environnementales ou psycho-affectives qui vont déterminer ou non l'accroche à un produit. Alors quand on parlait de maladie addictive, eh bien, je crois que l'addiction devient maladie addictive dès lors que ça empêche effectivement d'être avec les autres et dès lors que l'objet se substitue à une relation authentique. Autrement, on pourrait dire qu'on est tous addicts quelque part, peu ou prou. Mais en termes de maladie addictive, je crois que c'est ces critères-là que l'on pourrait retenir. Et là, je peux aller un peu plus vite. Et effectivement, dans cette vulnérabilité, c'est mieux là? Thank you very much. Many thanks about that. Do you want I go on in English? No. Trouble de l'attachement, c'est là où effectivement, on en a parlé ce matin, si je n'ai pas trouvé auprès de ma figure d'attachement une sécurité, et encore le mot sécurité pas bon, mais enfin, quelque chose qui me met en quiétude, on va dire intérieurement, eh bien, je suis plus exposé qu'un autre, en fonction des circonstances, à aller trouver dans un produit ou dans une conduite quelque chose qui vienne faire en sorte que ça me fasse moins mal. Je cite souvent un peu en refrain ce passage de Marguerite Duras dans La vie matérielle, page 243, c'est faux, hein, c'est juste pour vous impressionner, qui disait « Il n'a jamais pu se faire que je n'ai éprouvé ce vide un jour d'adolescence. » Et elle dira un peu plus loin, je n'ai jamais pu m'approcher d'un modèle quelconque de l'existence au sens métaphysique. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de plancher. C'est-à-dire qu'elle se retrouvait dans une situation où le vide était vraiment vide. Et là, elle rencontre l'alcool. Elle est encore très jeune, elle a 17 ans. Et là, à ce moment-là, quelque chose fait en sorte que, le temps où ça marche, ça vient calfeutrer toutes les souffrances. Et là, le système
récompense est activée, le plaisir est donné, la récompense est donnée, la mémoire implicite est activée, la mémoire procédurale est en place. Et du coup, cet apprentissage-là fait qu'à chaque fois que j'aurai tendance à revivre finalement ce mal-être et ce vide intérieur, eh bien, je suis quand même assez enclin à aller rechercher ce qui m'a soulagé, ce qui a été efficace, comme le dit si bien Marguerite Duras. Mais on est souvent dans une dimension d'ailleurs du préverbal. Et voyez cette photographie de cet enfant qui est, on pourrait le supposer, abandonné ou en négligence affective ou battu, tout ce que vous voulez, enfin de sorte qu'il va être effectivement exposé. Et on peut imaginer la suite un peu plus tard, à l'adolescence, c'est-à-dire qu'il est exposé à cette vulnérabilité addictive. Car, comme le dit Boris, un enfant qui n'a pas d'attachement sécure, un enfant qui n'a pas d'attachement, on pourrait dire être un enfant qui flotte, qui erre, assis, debout, mort ou vif, tout ça n'a aucune importance, il n'a aucune chance de se développer. Et c'est ça qui est important. Boris a dit ce matin, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et ça, on peut le renvoyer quand même à Donald Winnicott, bien évidemment. Mais un homme tout seul n'existe pas. Il faut 2 hommes pour en faire un, dira Boris. Et je crois que c'est complètement vrai. Et que quand, par exemple, Michael parlait de son histoire avec Michel, bien sûr que l'environnement va déterminer énormément de choses. Bien sûr que la capacité des choix va déterminer énormément de choses. En même temps, je me dis, c'est aussi l'implication qu'a Michael dans cette histoire avec Michel, c'est aussi la dimension transférentielle qui est en train de se produire, qui fait que par rapport à l'addiction, si Michel avait un problème d'alcool, on pourrait dire qu'à ce moment-là, Michael devient la bouteille de l'autre. Et comme dit Colette Lanté qui est ici, mais la différence, c'est que nous, on est une bouteille qui parle. Et comme ça parle, eh bien, ça permet de donner un peu d'autres attributions de sens. Et ça permet aussi d'avoir une identification projective. Et ça permet derrière cette identification de se reconstituer quelque part une nouvelle forme d'identité ou une identité différente. Parce que les alcooliques, comme tous les addicts, se disent à un moment « je suis alcoolique, je suis anorexique », alors que l'on sait très bien que cette notion-là est fausse. Je ne suis pas alcoolique et je ne suis pas anorexique. Et c'est une des premières choses que je dis en thérapie à mes patientes. Vous me dites, madame, que vous êtes anorexique, je ne comprends rien du tout à ce que vous dites. Alors elle me regarde, il ne comprend rien. Enfin, c'est marqué qu'il est professeur, il doit savoir quand même s'il est, il est nul. Et je lui dis, mais je comprends bien que vous souffriez d'anorexie, ou madame ou monsieur, vous souffriez de ce comportement avec l'alcool, vous êtes malade avec l'alcool, ça je le comprends bien, mais qui vous êtes, j'en sais rien. Et à ce moment-là, le fait de dire qui vous êtes, j'en sais rien, ouvre une porte différente à l'intérieur de soi en disant finalement, oui, est-ce que mon identité c'est ça? Parce que si je réduis l'autre à son identité, madame, vous êtes malade alcoolique, comme le font beaucoup de médecins en disant vous êtes malade alcoolique. Vous vous rendez compte, c'est une réduction quand même identitaire à une étiquette, je suis malade alcoolique. Alors on peut parfaitement comprendre que les alcooliques anonymes s'en servent, ou les groupes néphalistes s'en servent, puisque là il y a un jeu de miroir les uns avec les autres. Moi je m'en suis sorti, je vais t'aider, je suis là pour t'accompagner, etc. Mais en même temps, il y a une question identitaire derrière qui est fondamentale. Or toutes ces pathologies que nous évoquons là, et les pathologies addictives en particulier, sont pour beaucoup des pathologies de l'identité, justement. Donc on voit effectivement comme Calimero, mais que dans ces théories de l'attachement, eh bien, plus on a un attachement sécure, plus, je dirais, on a un facteur de protection vis-à-vis de la résilience. À l'inverse, si on a un attachement insécure, mais là, ça mériterait un plus long développement, mais on l'a déjà travaillé ici au niveau du collège, eh bien, on est effectivement rendu plus vulnérable. Et comme je le disais ce matin, plus on est sécure, plus on a également de capacité d'aller trouver des liens, plus on a une capacité de mentalisation et d'aller trouver des tuteurs de résilience. Et si je suis insécure ou dans un attachement insécure, ça va être encore un peu plus difficile. Donc ça, il faut qu'on en tienne compte et qu'il va falloir prendre également en compte le risque de ces conduites addictives chez les sujets vulnérables. Et on sait très bien que chez les jeunes, et Boris l'a évoqué ce matin, cette notion à l'adolescence, ce moment si critique d'impossible compagnie, d'impossible solitude, à un moment où il faut scier la branche sur laquelle on est assis, mais la branche est pas assez dure, donc finalement j'arrive pas à me séparer. En même temps, c'est le ni trop près, ni trop loin. Si tu me regardes trop fort, qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Et tu me regardes pas, tu m'aimes plus? Enfin, vous voyez, on est dans ces notions-là. C'est-à-dire trop près, trop loin. Et cette difficulté à aller se retrouver soi-même dans cette impossible compagnie, impossible solitude, fait qu'effectivement, eh bien, lorsqu'il y a à ce moment-là, et en particulier
une collectivité ou un groupe où on fume du cannabis, vous me direz le cannabis c'est l'herbe qui cache l'euphorie, bien évidemment. Enfin, bon. Moi je pensais que vous applaudiriez plus, mais enfin bon, alors, il y a le rôle de la famille également, dont on sait que très vite, pardon, on peut devenir codépendant. Hein, on sait tout le rôle des familles traumatogènes qui ont elles-mêmes été carencées. Quelles sont toutes ces répétitions transgénérationnelles? Tout ça, on a plus d'éléments, bien évidemment. Mais on sait aussi, à l'inverse, que cette famille, on va avoir besoin de travailler avec elle. On sait, par exemple, que dans le traitement de l'anorexie, on a changé complètement la donne en termes de succès thérapeutique à partir du moment où on a pris en compte l'entourage familial. À partir du moment où on a commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe, et qu'on a raisonné, comme le fait Myriam, en système et non plus en individu isolé. Après tout, d'ailleurs, cette fille anorexique ou ce sujet alcoolique, est-ce que c'est lui qui est alcoolique? Est-ce que c'est pas le système qui est alcoolique? Est-ce que cette fille est anorexique ou est-ce que c'est pas le système qui est anorexique, c'est-à-dire atteint d'une maladie de l'idéalité? Et où souvent on retrouve un père qui a une volonté, un désir pour sa fille, ou une mère qui a un désir également pour sa fille, avec un idéal de perfection, et tout ça, bien sûr, est en quelque part contagieux. Donc ça rend les choses effectivement très difficiles. Alors, on pourrait se dire, où intervient l'alcool dans le processus de la résilience? Alors, il y a 3 lectures possibles de la chose. On pourrait dire l'addiction, on peut la voir dans une première analyse. C'est peut-être l'analyse que j'avais fait au départ il y a quelque temps, avant que je connaisse un peu mieux peut-être la résilience. Moi, je l'avais pris, l'addiction, comme un échec du processus de résilience. Mauvaise solution pour un vrai problème. Les gens utilisent un produit qui va continuer de les détruire. Est-ce qu'on peut parler d'adaptation quand vous utilisez un produit qui est en train de vous détruire? Ben non, enfin, c'est l'inverse. Jean-Pierre Portois, notre ami belge, je dirais, c'est de la désilience, c'est pas de la résilience. Mais on peut dire aussi l'addiction comme une forme paradoxale de résilience, à condition qu'on la considère comme une étape. Et effectivement. Et une 3e lecture qui va concerner les personnes qui ont précisément arrêté leur addiction. Et là, peut-être qu'on pourra, à juste titre, parler de protection. Alors l'alcoolisme, en tant que... Il y a une fonction de protection, bien sûr. Hein, comme me disait un de mes patients, c'était une boutade dont je m'étais servi pour un écrit. Un patient m'a dit un jour, docteur, boire, c'est pas le problème. Ah bon? Il venait pour ça. Boire, c'est pas le problème. Non, non, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est la solution vitale que la personne a trouvée pour faire face. Mais là, on n'est pas dans l'adaptation, on est dans la survie, ou on est dans une adaptation, une tentative adaptative de régulation homéostasique, dont on sait bien que ce n'est pas une véritable adaptation, parce que si on dit adaptation au sens darwinien, ça veut dire un milieu stable dans lequel on peut évoluer, dans lequel on peut se réaliser, dans lequel on peut se reproduire. Donc c'est une étape, si on l'accepte comme une étape, alors je l'accepte en tant que telle comme une forme de survie, au même titre qu'une anorexie mentale est dans la survie. Mais comme je dis aux anorexiques, la survie, c'est pas la vie. Ah oui, la survie, c'est pas la vie. Parce que si j'étais effectivement bien adapté dans mon alcoolisme ou mon anorexie, eh bien à ce moment-là, toute dysrégulation qui interviendrait, je dirais l'homéostasie se ferait naturellement. Là, elle ne se fait pas naturellement, elle vient au contraire bousculer encore davantage les choses, déséquilibrer encore davantage, et la personne a tendance à se renforcer effectivement dans sa conduite, je dirais, pathogène. Donc, on va dire que c'est une tentative plus ou moins adaptée de lutte contre la désorganisation psychique. Donc, je crois qu'effectivement, on peut considérer que l'alcool est la première phase de la résilience, c'est-à-dire le but, c'est de réduire la douleur, c'est de réduire les effets délétères du traumatisme pour se protéger d'une potentielle effraction psychique. Oui, se protéger d'une effraction psychique, mais vous le savez très bien, à partir du moment où vous demandez à quelqu'un, ou que la personne entend qu'il va falloir arrêter l'alcool, par exemple, vous ouvrez à une dimension de souffrance beaucoup plus grande. Et ça, il faut aussi se préparer, et préparer la personne, que ça ne va pas être évident. Hein, ce n'est pas parce que j'arrête, effectivement, cette conduite, que je vais calmer les souffrances, bien au contraire. Et on sait très bien que les mécanismes de défense d'urgence que la personne utilise, eh bien, par exemple, c'est le déni, le passage à l'acte, la sidération, tout ça, on le connaît. Et acceptons à ce moment-là que dans cette première phase adaptative, on va l'appeler comme ça, entre guillemets, eh bien, c'est pour soulager la douleur ou l'éviter, à la condition que le comportement soit effectivement transitoire. Alcool pour calfeutrer la souffrance, alcool pour tenter de l'éloigner, et ça doit être respecté comme ça. Et je pense même que parfois on a intérêt presque à le dire aux gens. Finalement,
madame, monsieur, vous avez trouvé pendant des années quelque chose qui a bien fonctionné. Bravo. Parce qu'ils sont exactement habitués au discours inverse. Puisque quelque part, la société les stigmatise, et encore plus les femmes quand elles boivent. Et tout l'entourage, et y compris médical parfois, a tendance à désigner l'alcool comme l'agent pathogène. Alors que si on regarde les choses en disant tentative adaptative, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a au moment où on est, eh ben, c'est pas si mal, à la condition que se développent effectivement d'autres mécanismes de défense, mais ça ne peut se faire, et qui sont probablement moins coûteux, à la condition expresse que cela se passe à travers une véritable relation thérapeutique, c'est-à-dire une relation transféro-contre-transférentielle qui permet effectivement que progressivement, comme je le disais tout à l'heure, on devienne la bouteille de l'autre, qu'on devienne un peu son objet d'addiction, car comme le disait Mark Twain, de toute façon, on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en l'achetant par la fenêtre, il lui faut le faire descendre l'escalier, marche après marche. Eh oui. C'est-à-dire qu'on passe par des degrés de moindre addiction. Et en même temps, il faut qu'il y ait la permanence et la disponibilité de l'offre de soins. Et ça a été dit par Michael, on l'a bien vu tout à l'heure, cette disponibilité permanente de l'offre de soins, ce qui vous donne, sinon, là, vous voyez, c'est un mécanisme de défense un peu différent, puisque c'est bon, je vous laisse lire. Mais c'est démontré, on est bien d'accord. Hein. Je veux dire, ce que je vous montre là, c'est des plaques de niveau scientifique. Hein. Et puis, l'autre élément qui est si important, eh bien, c'est bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, l'élaboration et la mentalisation. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas du tout opposer psychanalyse et, par exemple, les théories de l'attachement. Elles sont totalement, pour moi, d'ailleurs, les théories de l'attachement sont venues d'une rencontre de la psychanalyse et de l'éthologie. C'est un paradigme, on va dire, étho-psychanalytique. Mais en fait, si on regarde bien, dans la sorcière, comme dirait Freud, c'est-à-dire sa métapsychologie, eh bien, c'est une métapsychologie de l'absence, la psychanalyse. Maman n'est pas là, je l'hallucine, je remplace ça par le nanin, le doudou, l'objet transitionnel, etc. Et je me construis quelque chose, je l'hallucine pour qu'elle revienne, etc. Et dans l'attachement, c'est qu'est-ce qui se passe quand maman est là. Donc on est plutôt dans une métapsychologie de la présence. Qu'est-ce que c'est que cette élaboration et mentalisation? Eh bien, c'est l'élaboration par mise en sens du vécu traumatique et le processus de mentalisation. J'aime bien cette définition de Bergeret. La capacité à traduire en mots, en représentation partageable, les images et les émois ressentis pour leur donner un sens communicable, compréhensible pour l'autre et pour soi d'abord. Boris Cyrulnik est en train de partir car on l'attend pour une télévision du côté de Massac. Merci Boris. Bon séjour en Colombie. Il s'expose, il prend beaucoup de risques. Il a pris simplement un billet aller. Mais enfin. Donc vous voyez, là on vient tout à l'heure à la même chose, c'est-à-dire l'idée de conférer un sens à la blessure. Mais encore une fois, cette notion de sens, il faut être très vigilant là-dessus. C'est pas nous qui pouvons donner un sens. Il est possible, je dis bien, que dans la relation, dans l'intersubjectivité, dans le mirroring contingent, comme dirait Fonagy, il y ait quelque chose qui, à ce moment-là, fait découvrir du sens. Et on le sait vraiment, quand on a une pratique et une clinique alcoolique, que les gens, par exemple, vont comprendre à un moment qu'il y a quelque chose qui fait sens pour eux. Ils ont arrêté de boire, quelque chose qui se met en place. Ça demande du temps, d'ailleurs. Et puis, à un moment, ils se réalcoolisent. Je dis bien réalcoolisent, je ne dis pas exprès le mot rechute, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Ils se réalcoolisent, parce qu'à un moment, c'est plus fort que moi, hein, le ça est plus fort que moi, hop, ils sont repris dedans, ils se réaccrochent, et curieusement ou paradoxalement, c'est à travers cette réalcoolisation qu'ils vont redécouvrir encore du sens. C'est-à-dire que derrière une question, il y a une autre question, derrière la question, il y a une autre question. Et que notre rôle de thérapeute, c'est de permettre, à mon avis, que progressivement, ces questions puissent émerger. Et ce n'est que par une présence attentive et non pressée, parce qu'une des grandes attitudes, c'est l'empressement, vouloir aller trop vite pour la personne. Nous, on sait où il faut qu'elle aille. Mais l'emmener là où elle veut aller alors qu'elle n'est pas prête à y aller, c'est, à mon avis, non seulement contre-productif, mais ça obère les chances d'une psychothérapie ultérieure réelle. C'est là où est le danger. Donc, dans cette mentalisation, vous voyez, ça ne se passe pas dans la tête d'une seule personne au départ. Pour mentaliser, il faut être deux. Et on ne peut pas dire ça sans redire Winnicott et Bion, qui ont tous les deux, le premier insisté sur le rôle de miroir de la mère,
pour que se développe un sens de soi mentalisé. On pourrait dire rôle de la mère, rôle miroir de la mère, on va dire de la figure d'attachement, parce qu'après tout, ce n'est pas forcément la mère, effectivement. Donc l'esprit ne se développe pas tant à partir de l'intérieur que du dehors vers le dedans. Cette phrase est extrêmement importante. C'est-à-dire c'est vraiment là tout le jeu de l'interaction, de l'intersubjectivité. À un moment, moi-même, en tant que, entre guillemets, thérapeute pour mon patient qui est là, aux prises avec l'alcool, qui est malade avec l'alcool, et j'insiste, qui n'est pas malade alcoolique, mais il est malade avec l'alcool, eh bien, à un moment, je suis un peu un auxiliaire à penser pour lui. C'est ce qui lui, et en faisant cette avance de la parole, c'est ce qui lui permettra de se psychiser progressivement. Mais là aussi, ça demande du temps. C'est pas à pas que ce tissage, je dirais, cognitif va se faire. Le nourrisson trouve son esprit dans l'esprit de la mère ou dans sa figure d'attachement. Et pour mentaliser, il faut d'abord être mentalisé par la mère. Et bien, quelque part, on refait ça dans un processus thérapeutique. On reprend tout ça. Donc, on sait très bien que certains alcooliques sont devenus abstinents, se retrouveront dans cette approche de la résilience. Mais attention, on ne parlera de résilience véritablement que si l'individu a réussi à sortir. Alors, j'ai mis de la dépendance alcoolique. En fait, c'est plus compliqué que ça. S'il a réussi à sortir et à retrouver quelque chose qui fasse du sens dans sa vie, pour lui. C'est-à-dire que l'abstinence ne soit pas vécue comme une amputation, quoi. D'ailleurs, l'abstinence, ce n'est pas du tout le but du traitement, c'est la petite porte obligée. Et si la personne est capable de retrouver, et même, je dirais, et même, avec quelques réalcoolisations de temps en temps, il y aurait un véritable succès thérapeutique si la personne est capable de se réattribuer du sens à ce niveau-là. Donc, il faut utiliser, bien sûr, et il va utiliser les moyens les plus adaptés. Alors, quels sont les leviers de la résilience pour cet accompagnement? Eh bien, il faut explorer les ressources propres de l'individu, ça Michael l'a dit, Boris aussi, l'impact de la famille dans le parcours. Myriam Cassin est là pour dire à quel point, effectivement, toute la prise en compte systémique est importante. On a vu les tuteurs de résilience et on a vu qu'il y avait des tuteurs implicites et des tuteurs explicites. Mais parfois, c'est quand même sidérant d'entendre des gens dire qu'ils ont arrêté de boire, par exemple, ou ils ont arrêté tel comportement addictif. Ce n'est pas de notre fait à nous en tant que thérapeute. Et Louise Nadeau était venue là pour le rappeler. C'est parce qu'ils ont trouvé un jour quelqu'un dans un couloir, et en discutant 10 minutes avec cette personne, il y a eu cette espèce de rencontre un peu particulière qui a fait un déclic. Les mots utilisés ou la présence, je ne sais pas. On ne sait pas au fond ce qui marche. C'est ça un petit peu. Mais on peut dire au moins qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins, encore une fois, de facteurs d'anti-résilience, dont je rappelle la honte fondamentale, aurait dit Michel Monjose. Cette honte quasi excrémentielle dont elle dit que les alcooliques en sont pourvus. Ça veut dire, vous imaginez qu'on se met minable à ce moment-là, et qu'on se sent minable, et qu'on a envie de disparaître. C'est-à-dire, comme dirait Boris, la honte est un abjecteur de conscience. Ça parle bien, dire un abjecteur de conscience. Je vois bien que tu me méprises, et je te déteste de me mépriser, mais tu as raison de me mépriser. Donc moi, je disparais. Et je disparais dans mon alcool. Donc, Serban Ionescu, qui travaille avec nous dans notre groupe, a produit un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Le traité de résilience assistée ». Et ce que nous a fait Michael tout à l'heure, c'est de la résilience assistée. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément lié au travail psychothérapique, c'est tout l'environnement qui fait effectivement de la résilience assistée, où on regarde les personnes à risque, on dépiste les ressources existant dans l'entourage de la personne, on fait des programmes de prévention, on met des stratégies en place. Alors, accompagner la résilience, c'est contribuer au processus de protection, bien sûr, c'est réduire la probabilité des effets négatifs, c'est stimuler les facteurs de protection, comme l'estime de soi. Bon. C'est-à-dire, en fait, augmenter les expériences et augmenter les choix. C'est-à-dire que ce que tu as fait tout à l'heure, Michael, en faisant cette petite expérience de miroir, bon, il y a au début une petite réticence, et puis on y va, on le fait. Et ça laisse aussi une petite trace expérientielle qu'on vit tous dans nos cabinets avec les patients, et à certains moments, on sait que ça peut effectivement produire un effet. Alors les tuteurs de résilience, on a bien vu que c'était des tuteurs sociaux, institutionnels ou non, des tuteurs amicaux, le rôle des appartenances communautaires. J'ai oublié quelque chose qui est souvent oublié. D'ailleurs, et là je m'aperçois en le lisant que j'ai oublié ça. Les animaux parfois sont des tuteurs de résilience. Et je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme anorexique qui s'est guérie de l'anorexie non pas avec des thérapeutes, elle s'est guérie de l'anorexie avec un chat. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée amoureuse du chat.
Et à un moment, dans son anorexie, elle ne s'occupait pas trop de nourrir le chat. Elle voyait le chat dépérir. Et là, elle ne supportait pas de voir l'idée du chat dépérir. Donc elle s'est vraiment occupée de nourrir son chat et de l'aimer. Bon, ça, c'était naturel pour elle, parce qu'elle l'aimait. Et elle a compris, en miroir, ce qu'elle était en train de faire sur elle. Et c'est le chat qui l'a... D'ailleurs, elle en a fait un petit opuscule. Donc vous voyez que c'est compliqué. Alors qui sont ces tuteurs de résilience? Eh bien, encore une fois, des gens dans le champ de l'alcoolologie, eh bien, c'est souvent les aidants. Et je pense que là aussi, les médecins ont eu, à tort d'ailleurs, un regard un peu négatif ou un peu condescendant sur des gens qui ont une expérience en alcoolologie et par rapport à leur propre parcours et qui sont effectivement capables d'aider les autres. Et Henri Gomez, qui est là, en a une longue expérience de ces rôles d'aidants, justement, puisque tu animes des groupes avec eux. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire, articulation entre alcoolisme et résilience. Eh bien, d'abord, ça suppose l'analyse du parcours des ex-alcooliques comme un cheminement résilient. Je crois profondément que la première phase du processus de résilience, c'est-à-dire tentative, adaptation, mauvaise solution pour un vrai problème. C'est pas un problème de mal boire, hein, les alcooliques, c'est un problème de mal vivre. Ils savent pas comment vivre si ce n'est en buvant. C'est ça la réalité. L'anorexique, c'est pas qu'elle veut mourir, c'est qu'elle sait pas faire autrement que s'arrêter de manger pour vivre, justement. Mais en fait, c'est pas vivre, c'est survivre. Et on voit bien l'utilisation du paradigme de la résilience pour les groupes d'entraide. Et tout ça fait que, effectivement, eh bien, la résilience, c'est un paradigme qui aujourd'hui nous permet de comprendre comment des personnes évitent ou dépassent des risques d'effondrement et peuvent être associées effectivement à ces tuteurs de résilience, à des institutions, à un environnement d'un certain type qui leur permet de reprendre un développement. Et je ne saurais terminer sans évoquer Louise Nadeau, qui est venue souvent ici au Collège régional des alcoologues aquitains et qui dirige à Montréal le centre d'addictologie, le pôle d'addictologie, on devrait dire aujourd'hui. Et Louise Nadeau nous avait dit ceci: peu importe la manière dont on s'occupe du patient, l'important c'est de s'en occuper, car ce qui compte c'est une présence humaine, forte et impliquée. Et elle dira un peu plus loin, le patient, lui, a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui le sécurise. Le patient prend ce qu'il veut en nous, là où il a besoin de s'attacher. Je crois qu'elle a dit là l'essentiel, c'est-à-dire que vraiment, c'est offrir à la personne les possibilités, les choix et les capacités de retrouver quelque chose qui soit sécurisant. Et je ne saurais terminer sans citer cette histoire de coléoptère qui était amoureux d'un tesson de bouteille de bière en Australie, et on le voyait essayer de copuler la bouteille de bière jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement les fragments du tesson de bouteille ressemblaient étrangement à la femelle scarabée. Comme quoi, parfois, attention aux causalités linéaires. Merci de votre attention.